Bien, bonsoir, bienvenue chez Karim, merci d'être venu ce soir pour cette rencontre. On est très heureux d'accueillir Corinne Royer pour son troisième roman, donc, qui est paru en début d'année chez Actes Sud, et leurs baisers au loin les suivent. On va essayer de parler de ce roman magnifique en ne dévoilant absolument pas l'intrigue. Ça c'est impossible. En dévoilant à 99% pas l'intrigue, puisque c'est quelque chose auquel on est très attaché ici pour préserver le plaisir intact de la lecture. Simplement pour en dire quelques mots, c'est un livre, en fait c'est un roman qui happe le lecteur d'entrée, puisque quand on commence à le lire, donc c'est le personnage, il y a deux personnages principaux, Léon Nerval et son épouse Cassandre, et en fait quand le roman s'ouvre, Léon Nerval, donc, qui est un éleveur de charolais dans les environs de Nevers, a disparu. Et donc son épouse Cassandre, qui est une femme à la peau noire, qui est née en Haïti et qui a été adoptée par une famille en Bourgogne, elle vient déclarer, elle va venir déclarer à la gendarmerie, elle annonce d'emblée, donc elle vient déclarer à la gendarmerie la disparition de son mari Léon, et elle annonce d'emblée qu'elle va mentir. Voilà, parce qu'elle sait très bien où se trouve Léon. Parce qu'en fait, elle sait très bien où se trouve Léon. C'est peut-être la seule chose qu'on va avoir du mal à ne pas dévoiler ce soir. Voilà, donc ça se passe dans un domaine qui s'appelle le domaine du Grand Fleury, qui se trouve à Bourbon-Lancy. À Bourbon-Lancy, donc en surplomb sur une falaise au-dessus de la Loire. Qui est un lieu qui existe réellement en fait et qui a une histoire. Je fais une toute petite parenthèse, on y reviendra peut-être après. C'est un lieu que moi j'ai connu en faisant un reportage vidéo sur la Loire. Et donc vivait là effectivement un Léon, on va dire, un monsieur qui élevait des charolais dans un magnifique domaine agricole, et qui, au moment où on a fait ce reportage vidéo, nous a emmenés à quelques mètres du domaine pour nous montrer la falaise qui était creusée par le fleuve, et nous expliquer qu'il savait très bien que la falaise gagnait du terrain sur ses terres et qu'un jour le domaine serait emporté par les eaux. Et que donc, voilà, et donc lui nous avait dit, je suis en quelque sorte, il ne l'avait pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça, il était un peu dans un déni de réalité par rapport à ça. Il continuait de cultiver ses terres, d'augmenter son nombre de bêtes, de faire comme si de rien n'était, alors qu'il savait très bien qu'un jour ou l'autre, tout ça allait être englouti par le fleuve. Et entre le moment où j'ai commencé l'écriture du manuscrit et le moment où j'ai terminé, c'est-à-dire où j'ai envoyé mon manuscrit à des maisons d'édition, et notamment à Actes Sud, ce qui a pris, c'est un roman que j'ai écrit à peu près en 2 ans, le domaine a été totalement détruit par mesure de sécurité. En fait, c'est l'État qui a pris un arrêté. On a décidé de le détruire. Et donc moi, je n'ai pas suivi cette affaire-là, c'est-à-dire que pendant que j'écrivais, j'étais absolument pas au courant. Et puis, un petit peu par nostalgie, quand le bouquin allait sortir, donc quand j'ai su qu'il était accepté par Actes Sud, quand j'ai eu la date de sortie, je suis retournée à Bourbon-Lancy pour parler du livre à ce monsieur. Et là, j'ai découvert plus rien, puisque tout avait été rasé. Et donc, je suis revenue avec une petite brique du toit du domaine. Voilà. Donc il y a quelque chose d'un peu testamentaire par rapport à la géographie des lieux dans ce roman. Voilà. Déjà ça est vraiment... On va reparler de la géographie des lieux, c'est un sujet intéressant. Donc c'est cet homme, Léon Nerval, donc qui n'a pas de rapport avec Gérard de Nerval, est un homme taciturne. Et on comprend assez vite dans le roman qu'il est assez torturé par des souvenirs douloureux, et en particulier des souvenirs de la guerre d'Algérie et d'un déchirement familial qui va en fait se dévoiler petit à petit au fur et à mesure du livre. Donc il y a plusieurs vies, comme ça, plusieurs personnages qui se dévoilent. C'est un roman à une écriture absolument magnifique, et j'avais envie, en fait, pour démarrer, qu'on en lise un premier extrait. Mais je vous laisse en lire un premier extrait. Donc c'est un extrait où Cassandre va au commissariat pour déclarer la disparition de son mari Léon. Dans le bureau mal éclairé, mains croisées sur la table, cuisses grenues de froid, il me faut alors improviser la disparition mystérieuse de Léon, rendre crédible l'ignoble parodie du doute,
Jouer cette inquiétude qui grandit au fur et à mesure que l'espoir se dérobe. Surtout ne rien laisser paraître de la vraie douleur du deuil, cette morne immobilité, ce renoncement prostré qui imprime à la chasse du front la ride toujours profonde de l'endeuillé. Au dehors, à quelques rues du bâtiment, on entend les aboiements d'un chien. Souvent les chiens aboient lorsque les hommes mentent. Le mensonge sait se faire des alliés. Il traîne dans son sillage des milliers de voix qui accusent, et on finit par les entendre jusque dans notre sommeil. Il ne nous laisse jamais en paix, il nous colle à la peau, et au moindre signe de détachement, il nous rappelle que c'est nous qui l'avons choisi. On a toujours le choix entre la vérité et le mensonge. Et je sais à présent que si la vérité est une compagne discrète dont on peut se défaire, le mensonge est une harpie qu'on épouse pour des noces de diamants. Ce matin-là, pourtant, je choisis de mentir. Le chien continue de jeter ses aboiements furieux, tentant obstinément d'accomplir le devoir de vérité duquel je me suis délibérément écartée. Plus je débite mes fadaises mensongères, plus la voix du molosse ressemble à un hurlement à la mort. Mais cette ode funèbre aux accents de dénonciation qui devrait jeter le trouble sur la véracité de mes propos, mon interlocuteur n'en prend pas la mesure. De toute évidence, il n'a jamais marché comme un funambule sur la sente étroite qui rejoint le royaume des morts. Il n'en connaît ni les rites ni les usages. Il ouvrira un dossier sur la disparition de Léon, mènera une enquête de principe, persuadé que le vieux propriétaire du domaine du Grand Fleury s'est laissé aller à un caprice, une de ces lubies fantasques dont sont capables les gens de la terre pour une stupide question de lune, de force tellurique ou de ululement de chouette. Je tends la carte d'identité. Léon Nerval, né le 3 janvier 1942 à Nevers. Précisant que ce patronyme n'a aucun lien avec Gérard de Nerval, le poète portant humblement le vrai nom de Labrunie. Le jeune adjudant note cette discrétion tel un renseignement précieux, abordant avec la même ignorance les arcades du monde des poètes et ceux du royaume des morts, ignorant plus encore les passerelles périlleuses qui lient inexorablement ces deux contrées voisines. J'ajoute que Léon ne possède pas de passeport, jamais il n'a franchi de frontière. L'Algérie, bien sûr, dans ses jeunes années, sous l'uniforme de caporal d'infanterie, mais en ces temps-là, l'Algérie était française. Sait-il seulement où se situe l'Algérie, ce si jeune adjudant ? Si l'on se fie à la consonance de son nom, Slimani, et bien que rien dans ses traits ne trahisse avec évidence l'origine de ses ancêtres, on pourrait penser que oui. Il le sait évidemment, mais lui est-il arrivé ne serait-ce qu'une seule fois de se retourner sur cette page tragique de l'histoire ? Sait-il quel drame insensé s'est joué là-bas, et combien la notion de fraternité peut brutalement être dissoute, grain de sel insignifiant dans l'acidité troublante du sang et des larmes, lorsque les pires exactions sont commises sous le couvert de ce qu'il conviendra de baptiser héroïsme ou bravoure pour tenter de sauver la dignité des armées. Sait-il que les individus et les peuples ne se déterminent que par leur fidélité à des causes, une fidélité plus souvent dictée par la peur, l'intérêt immédiat ou l'aveugle respect de la hiérarchie que par leur conscience intime, et qu'ils sont prêts pour les défendre ces causes aux monstruosités les plus abjectes, et que leur choix, celui d'une cause ou d'une autre, d'un camp ou d'un autre, ont cela en commun qu'ils sont profondément injustes et impardonnables pour la partie adverse, mais parfois également, et c'est le plus insurmontable, pour eux-mêmes. Oui, au moment où je lui tends la carte d'identité de Léon, se doute-t-il, ce jeune adjudant, qu'il y a plus d'un demi-siècle, Léon a mené en Algérie une guerre qui n'était pas la sienne. Il a été engagé dans un conflit où les prétentions de son propre camp lui paraissaient illégitimes, abusives, fondées sur une iniquité patente. Non seulement il a aimé l'Algérie, mais il a aimé le peuple algérien, et il a été le bourreau de ce peuple. Lorsqu'il arrivait à Léon de me parler de l'Algérie, il y avait un tel effroi dans sa voix qu'il me semblait que toute son identité s'était forgée là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. Ce qui est ensuite advenu de son existence n'étant plus qu'une conséquence, une prolongation, une interminable après-guerre. J'avais le sentiment que Léon était à la fois né et mort à 20 ans à Oran. Je me sentais à jamais exclu de cette part d'ombre, cette terre lointaine qui avait enfoui dans ses entrailles l'âme de celui qui partageait ma vie, vacant parfois comme un exilé sur ses propres terres, s'efforçant à tout prix de s'y enraciner à nouveau, arborant les oripeaux d'un homme solide, charpenté, ancré depuis toujours dans le sol nourricier, alors qu'un greffon de son être avait pris ailleurs, sur une branche non seulement étrangère mais ennemie. Un minuscule greffon, torturé, noué, un sarment. C'est beau, hein? C'est beau, Très non? beau, très... Merci. Il y a toute une immersion l'image, dans la pensée.
Alors l'entrée en matière du livre, c'est on n'a pas lu ici, mais c'est une entrée quasiment comme un polar, puisqu'on apprend dès le départ à la fois la disparition de Léon et le mensonge de Cassandre, qui décide, bien qu'elle ait découvert le corps de son mari, de prétendre qu'il s'agit d'une disparition. Donc je voulais savoir en fait quel avait été pour vous le point de départ du livre, et puis aussi peut-être si vous aviez un goût pour le roman policier. Non, alors pas du tout. Je suis pas du tout branchée roman policier. En fait, c'est un peu, c'est vrai qu'on peut dire ça de ce début, mais on peut dire ça presque de tout le livre. C'est un peu un roman des fausses pistes. C'est-à-dire que c'est un roman où le lecteur est entraîné sur ces fausses pistes, en se faisant des idées sur ce qui va arriver ou sur les interprétations des personnages. Et souvent, évidemment, et c'est ça tout, enfin, je crois tout l'intérêt du roman, c'est que évidemment le lecteur se fait balader et les choses ne vont pas se passer comme il a pu le prévoir, ou en tout cas comme il le semble dans ce qui a été dit auparavant. Alors très vite, c'est vrai qu'il y a cette entrée façon polar, et très vite on va rentrer dans la psychologie des personnages et on va se détacher de ce côté polar pour... En tout cas, si on reste dans le polar, on est plus dans le polar psychologique que dans le vrai polar, quoi. Voilà. Ce qui est formidable dans le livre, c'est vraiment l'épaisseur et la complexité des personnages, et en particulier celui de Léon et puis Cassandre. Et puis aussi, il y a une profondeur et une ambivalence de leur relation de couple, puisque bon, ils ont été mariés longtemps. Une trentaine d'années. C'est à la fois une histoire d'amour touchante, en même temps il y a l'enfermement sur le domaine. Oui, on est vraiment dans un territoire rural, donc on est vraiment ancré dans ce domaine en bord de Loire, avec, je dirais, toute la rigueur, toute la lourdeur même quotidienne d'un domaine agricole. Cassandre n'était pas forcément vouée à ça initialement. Elle s'y est pliée, elle l'explique très bien d'ailleurs, par amour pour Léon. Donc je crois qu'effectivement, en trame de ce roman, il y a une véritable histoire d'amour, mais pas une histoire d'amour à l'eau de rose, quoi. C'est une histoire d'amour vraiment rugueuse, vraiment profonde, qui agrippe, qui frotte, quoi. Et on peut effectivement constater les renoncements de l'un et de l'autre pour arriver à s'aimer, pour arriver à vivre ensemble, pour arriver à trouver cet équilibre de couple, mais on ne peut pas nier l'attachement réel, l'amour réel de ces deux personnages. C'est ça qui est beau tout le temps. Oui, c'est que c'est à la fois très dur et à la fois très tendre, quoi. On est toujours dans cette ambivalence. Alors en exergue, il y a une phrase de Paul Celan. C'est là-bas seulement que tu es entré tout entier dans le nom qui est le tien, que tu as marché d'un pied sûr vers toi-même. Le cœur du roman, tout à fait. C'est beaucoup autour de la quête d'identité, cette quête d'identité de Cassandre, autour de ses origines haïtiennes qui lui ont été cachées ou qui ont été complètement masquées pendant son enfance, et puis celle de Léon, donc avec son parcours qui est marqué par la guerre d'Algérie et par ce déchirement familial. Oui, je crois qu'il y a en tout cas pour les deux personnages principaux du roman, cette espèce de quête initiatique en fait à travers le roman, cette espèce de migration intérieure pour retourner vers eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se posent chacun, pas que ces personnages-là, les personnages secondaires aussi d'ailleurs, ils se posent la question de savoir qui ils sont. À partir de là, qui on est, souvent on se dit d'où on vient, quoi. Est-ce qu'on vient de là où on est né? Est-ce qu'on vient de là où on a grandi? Et ils vont peut-être découvrir, pour certains en tout cas, qu'on est tout simplement, c'est une façon de parler évidemment, de là où on a aimé. Et c'est effectivement peut-être la solution pour trancher ces questionnements identitaires. Mais il y a cette migration intérieure, c'est-à-dire que Cassandre va être dans ces questionnements identitaires et va parcourir toute cette migration qui est d'ailleurs à un moment symbolisée par la migration des papillons monarques qui se passe en parallèle du roman, les papillons monarques étant des papillons qui effectuent la plus grande migration de papillons connus, pour retourner justement à la source, à leur lieu de reproduction, et c'est exactement ce que va parcourir Cassandre. On peut écouter un autre extrait? Oui, bien sûr. Je vais mettre mes petits... donc c'est un extrait en fait au moment où
On peut dire des choses quand même. Bien sûr. Oui. On ne va pas tout dévoiler, mais on peut dire, parce que sinon c'est difficile. Non, mais c'est vrai que c'est un roman où les choses s'imbriquent, où il y a plein de petits détails qui sont glissés, qui permettent de rebondir. Donc c'est vrai que dès qu'on dit quelque chose, voilà, on dévoile un petit peu. Mais donc, je pense que je dis pas de bêtises en disant simplement, parce que c'est dit très tôt dans le roman, que en fait Cassandre va découvrir Léon dans le congélateur. Il a basculé dans le congélateur. Et donc cet extrait commence au moment où elle découvre le corps de Léon dans le congélateur. J'ai longuement soufflé sur la tempe blessée, effleuré le large front, parcouru maintes fois le lobe endolori, les ai essuyés avec un mouchoir propre avant de le replier en un carré parfait, côté souillé vers l'intérieur, délicatement, puis de le glisser dans la poche de mon gilet, celle de gauche, à hauteur de poitrine. Je m'en souviens précisément parce que j'ai eu le sentiment de déposer les dernières humeurs de l'homme que j'aimais sur mon cœur. Sous ma cage thoracique, je l'ai senti enfler, ce cœur, un organe massif, au bord de l'éclatement, là, titubant comme un vieux chien qui remue la queue et lèche les mains de celui qui lui a donné des coups de botte dans les flancs, et des caresses, tant de caresses, sur les mêmes flancs. Des fourmis sont montées sur mes jambes, une masse grouillante, sombre, milliers de mandibules plantées dans ma chair, milliers d'abdomens versant dans la plaie purulente la sécrétion brûlante de leurs glandes, milliers d'injections d'acide formique distillées dans mes veines. D'ordinaire, en pareille circonstance, Léon aurait massé mes mollets douloureux depuis les chevilles jusqu'aux genoux, de bas en haut, longtemps, patiemment, respectant scrupuleusement l'interdit de la voûte plantaire. Léon aurait pu tout prendre de mon corps, excepté mes pieds. Personne n'a jamais touché à mes pieds. Personne ne les a possédés, parce qu'ils sont l'ultime recours à la fuite, et que je ne saurais vivre sans l'espérance de la fuite. Imaginez qu'elle reste possible, un jour ou l'autre, les jambes à mon cou. J'ai refermé le congélateur avant que l'alarme ne hurle à nouveau, remis en place le tabouret. Il était 7 heures précises, l'heure de la traite. D'un pas mécanique, j'ai rejoint l'étable. Je me suis laissé étourdir par la chaleur des bêtes, l'odeur fleurie du foin d'été, le bruit familier du frottement des chaînes contre les mangeoires. Chacune des choses qui m'imposaient habituellement son acharnement monotone m'est apparue singulière, empreinte d'une nouveauté subite, captant mes sens avec une acuité non éprouvée depuis longtemps, une forme de vaillance dérisoire qui luttait contre l'afflux de la douleur, tentait vainement d'endiguer le gonflement irrépressible du gruau d'infamie qui m'étreignait la gorge. Le visage inondé d'une violente suée, j'ai communié à l'immuable rituel, déplié le long cordon de la treilleuse, ombilical, nourricier, aspiré les mamelles dans les logements, puis soudain, parce qu'il n'était pas concevable que ce matin ressemblât à tous les autres, j'ai stoppé la treilleuse, délivré les mamelles, attrapé la petite chaise derrière les fagots, le seau en fer dédié au ramassage des œufs, et j'ai commencé à traire, main nue, chaque bête, l'une après l'autre, serrer les pieds contre ma paume, mouvement lent, charnel, répétitif, comme autrefois, au tout début, au commencement, observer le lait blanc gicler sur ma peau noire, serrer plus fort, sentir les gredous du lait chaud, clore les paupières, écouter le chant du liquide tournoyer dans le seau, une vague montante, parfaitement régulière, un flot, une promesse vraie, pure, jaillit de mes mains coupables d'avoir laissé Léon échouer dans le paradis blanc, naufragé volontaire momifié dans l'immensité des glaces de l'inaccessible Antarctique de son adolescence. Et je me suis souvenu du premier jour, la joie de Léon lorsqu'il m'avait offert 8 belles laitières. Ce serait mon troupeau, mes bêtes, la fierté de ma nouvelle vocation de fermière. Depuis toujours au domaine on élevait des charolais, des bêtes à viande aux qualités bouchères exceptionnelles réputées pour leur goût persillé. Les broutards âgés de 8 à 12 mois partaient pour l'Italie ou pour l'Espagne. Et Léon avait raison, c'était une affaire d'homme. Tandis que les laitières, on les garderait longtemps, jusqu'au bout. Elles méritaient une affection de femme, un attachement, une œuvre de bonté. Oui, je me suis souvenu du premier jour, les mains de Léon sur les miennes, la caresse lancinante de mes doigts sur les mamelles, le miracle du jaillissement,
Cette même promesse qui deviendra une lassitude réitérée chaque aube et chaque crépuscule. Cérémonie mise en scène sans ferveur, scandant les jours, les mois, les années, les décennies. Une promesse entachée d'une souillure que je ne saurais pas nommer. Quelque chose ancré en ce jour-là, le premier jour. Cette phrase, sans doute, prononcée sans méchanceté, cette phrase glaçante, une morsure, une engelure au doigt. Je t'ai acheté des gants blancs pour ne pas effrayer les bêtes. Tu sais, elles n'ont pas l'habitude. J'avais refusé les gants blancs, ce premier jour et tous les jours qui avaient suivi. J'avais exhibé fièrement ma couleur sombre, devant les bêtes, devant les hommes. C'est vrai qu'on a envie que ça continue. Ah non, je l'ai lu presque en entier une fois, dans une rencontre. Je ne le referai pas. Alors là, on a entendu la voix de Cassandre, qui est une voix riche, charnelle, et beaucoup d'énergie, de métaphores. Mais il y a plusieurs voix dans le roman. J'aimerais bien que vous nous parliez de ces différentes voix. Oui. Alors déjà, dans la voix de Cassandre, il y a deux voix, puisque Cassandre est dans, je dirais, ce que j'appellerais une âme vagabonde, puisqu'elle est née en Haïti, donc elle a ce flot de sang haïtien qui jaillit parfois dans son langage, dans son cheminement de pensée. Mais elle a été élevée à l'occidental, en Bourgogne, dans une famille dont on apprendra que c'était une famille tout à fait convenable. Elle a eu une éducation assez enviable, elle a été instruite, etc. Donc déjà dans la voix, quand Cassandre s'exprime, on est dans cette dualité, c'est-à-dire que parfois on la sent emportée dans des choses assez, dans des choses assez poétiques. Enfin, c'est des espèces d'élan de pensée, et puis parfois elle est assez au contraire rigoureuse, pragmatique dans ce qu'elle évoque. Donc la voix de Cassandre est effectivement une voix où elle raconte, comme on vient de le lire, ce qui s'est passé. Et puis parfois, Cassandre continue de parler à Léon également. Quand elle parle à Léon, on est beaucoup plus proche de l'oralité, c'est-à-dire qu'elle sait que Léon est là dans ce congélateur, donc elle vient voir Léon, elle s'assied sur le petit tabouret, et puis elle continue de parler à Léon. Et non seulement, ça je crois que c'est quelque chose d'important dans le roman, c'est un thème qui est important, c'est le thème du mensonge. C'est-à-dire que non seulement elle continue de parler à Léon, alors parler aux morts quelque part c'est pas très original, mais Cassandre elle continue de mentir à Léon. Et ça c'est un peu plus original, c'est-à-dire que mentir aux morts, bon, on peut imaginer qu'ils sont au courant, et Cassandre, oui. Voilà, et qui savent, donc elle non, elle continue. Alors c'est toujours un mensonge bienveillant, c'est-à-dire que c'est jamais un mensonge pour le mensonge. Elle va mentir à Léon pour protéger Léon. Et donc elle s'adresse à son Léon qui est là dans le congélateur. Et parfois dans ces grands épisodes, alors c'est géré de façon très différente, effectivement, l'écriture, l'approche littéraire, puisque quand on est proche de l'oralité, qu'elle s'adresse à Léon, c'est effectivement uniquement une ponctuation avec des virgules. Donc parfois c'est un peu haletant, un peu difficile, en tout cas à lire à voix haute, pas à lire à voix basse. Mais on a comme ça des pages ponctuées uniquement par des virgules qui sont très proches de l'oralité. Donc il y a cette voix-là qui est déjà multiple, qui est la voix de Cassandre. Et puis donc il y a également des lettres que Cassandre va recevoir et qui vont lui dévoiler le passé de Léon. Alors Léon, vous l'avez compris, est un homme taiseux, est un homme de la campagne qui parle peu, en dehors des obligations quotidiennes. Et donc ces lettres qui vont arriver d'un inconnu à l'adresse de Cassandre vont dévoiler des secrets, en tout cas des choses dont Léon n'avait pas parlé à Cassandre. Et là, effectivement, il y a encore un style littéraire particulier, plus que ces lettres sont adressées par un homme d'un certain âge qui est un peu en train de faire le bilan de sa vie et qui va aborder de façon assez philosophique ce qu'est une vie, ce qu'est le rapport à Dieu, ce qu'est le rapport à l'amour, donc il y a je dirais, de grands thèmes philosophiques vus par cet homme qui vont introduire des lettres dans lesquelles il révèle un rendez-vous avec Léon. J'en dis pas trop là, j'espère. Non, c'est parfait. Donc effectivement, il y a une construction assez, je dirais, assez travaillée, en tout cas, qui a été assez remarquée par les journalistes sur ce qui est paru autour du roman.
Et chaque personnage a effectivement sa propre voix et donc son propre style d'écriture. Et justement, cette architecture, cette construction, vous l'avez travaillée comment ? Alors c'est compliqué pour moi de répondre à cette question du travail. Voilà, d'abord parce que pour moi l'écriture n'est pas vraiment un travail, heureusement. Mais c'est vrai que j'essaye, quand j'ai l'idée d'un roman, alors moi j'ai toujours plein d'idées, hein. Mon souci c'est plutôt d'évacuer des sujets que d'en chercher. Donc quand je me mets sur un nouveau roman, je fais très bêtement, j'allais dire un peu ce qu'on m'a appris à l'école quand je faisais des rédactions, donc je fais un plan, voilà, donc j'ai mon histoire à peu près résumée avec les grands chapitres. Après, je fais des petites fiches sur les personnages et puis effectivement, après vient l'idée sur la construction en disant, bah, lui, il va s'exprimer par lettres, lui, il va, etc. Mais en réalité, alors j'y passe beaucoup de temps. Ça, c'est le vrai, c'est vraiment du travail. Mais quand je suis dans l'écriture, au bout d'une dizaine de jours, tout ça vole en éclats. Et ceux qui devaient mourir vivent, ceux qui devaient vivre meurent. Et donc rien ne se passe comme j'avais prévu. Et c'est, enfin en tout cas pour parce moi. Que les personnages prennent voilà, le exactement. Et c'est, en tout cas pour moi, je sais que d'autres auteurs ne travaillent pas du tout comme ça et se tiennent effectivement à leur plan de façon très scrupuleuse. Pour moi, en tout cas, c'est tout le goût savoureux de l'écriture, c'est-à-dire que quand je me mets à ma table d'écriture le soir, je ne sais pas du tout ce que je vais écrire. Quand je vais me relire le lendemain, je vais me dire mais ça va pas du tout, c'était pas du tout prévu comme ça, mais ils t'ont emmené où? Et effectivement, je suis emportée d'une part par mes personnages et surtout par la musique de l'écriture. C'est-à-dire que j'ai été nourrie vraiment de littérature classique et je suis très très sensible à la musicalité des phrases et je peux décider juste pour la musique qu'un tel va tomber ou ne va pas tomber dans l'escalier. Et ça change tout. Voilà. Donc la construction, je dirais qu'elle vient spontanément, pour revenir sur la question initiale, et qu'après, effectivement, par contre, elle est retravaillée, mais a posteriori, c'est-à-dire que pour qu'elle soit homogène, pour que tel personnage ait toujours la même voix, toujours le même style d'expression, c'est un travail après. Alors, il y a un autre aspect que j'ai trouvé très savoureux dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de moments de renversement des préjugés ou des clichés. Je trouve que c'est quelque chose de très, très fort dans le livre, bon, notamment autour du personnage de Cassandre, à la fois parce que c'est une femme noire d'origine haïtienne et qu'elle est l'épouse d'un éleveur au Saône-et-Loire. Il y a la première scène où elle est au commissariat face à ce jeune adjudant et où on a l'impression qu'elle imagine, ou on ne sait pas, elle projette un peu, ou elle imagine. Alors ça c'est son côté haïtien, c'est-à-dire qu'elle rentre en communion avec l'esprit de cet adjudant. Et puis il y a un autre personnage, Pierre, qui apparaît dans le roman et qui, on a l'impression lui c'est un jeune blanc, on a l'impression qu'il est plus apte à invoquer la magie que Cassandre. Donc on a l'impression comme ça qu'il y a une forme de liberté et d'aller contre. Je crois que ça s'inspire tout simplement de la vie, enfin des rencontres de la vie, c'est-à-dire que on vit dans une société aujourd'hui où les personnages sont, alors je vais faire un vilain jeu de mots, mais tout noir ou tout blanc. Il y a les gentils, il y a les méchants, il y a ceux dont il faut se méfier, il y a ceux auxquels il faut faire confiance. Et moi je suis persuadée que l'âme humaine, que la véritable complexion des êtres, c'est-à-dire le fond des êtres, est beaucoup plus complexe que ça, et qu'on n'est jamais tout ceci ou tout cela, qu'on est tous. Alors effectivement, ça, voilà, Cassandre est dans cette ambiguïté parce qu'elle a ses origines haïtiennes et qu'elle a été élevée en Bourgogne, mais elle est très symbolique de cette ambiguïté quelque part. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment horreur, que ce soit dans la littérature, dans la peinture, dans le cinéma, des clichés, des personnages qui représente le bon, l'autre qui représente le méchant, je crois. Horrible. Voilà, c'est vrai que dans ce roman, Léon est à la fois un personnage abominable et un personnage adorable. Cassandre est aussi un personnage abominable et un personnage adorable. Et après, c'est au lecteur de
de tracer sa voie au milieu de tout ça et de créer ses affinités avec tel personnage ou tel autre. Moi, j'ai eu beaucoup de retours de lecteurs sur ce roman et c'est assez amusant, comme certains ont détesté Cassandre et adoré Léon, comme certains ont adoré Léon et détesté le frère de Léon. Et vraiment, chaque lecteur, après, va justement, parce qu'il y a cette ambiguïté, qui est la nature des choses, qui est la nature humaine, chaque lecteur va pouvoir trouver sa place, quoi. Et il faut, enfin, je crois que l'expression artistique est faite pour laisser la place au regard de l'autre, quoi. C'est vraiment important. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie d'intervenir. Nous avons déjà parlé avant. Je te poser une petite question. Tout est identifié sur tous les deux personnages, Osama sous Cassandre. Pardon, j'ai pas compris. Il y a une identification entre les personnages, toi et les personnages, L'écrivain, dans la publication. C'est-à-dire, est-ce que si c'est tu un as, personnage... si tu Oui. t'es identifié. Oui, alors Tout est, ça aussi c'est une question compliquée, c'est-à-dire que moi je fais pas tellement la part, quand j'écris, en tout cas dans la vie j'essaye Oui. de la faire, mais quand Oui. j'écris, je dis bien j'essaye de la faire. Oui. Je fais pas tellement la part du réel et du fictif, c'est-à-dire que mes personnages ils sont à la fois totalement fictifs, Oui, et à la fois ils sont forcément empreints de rencontres, de la ou vie de ta vie. voilà, C'était- de ma propre voilà, existence exactement. ou de gens qui m'ont raconté Oui. des Oui. parts de des pans de leur vie. Oui. C'est Wim Wenders qui disait si je filme des scènes qui n'ont aucun rapport avec ce que j'ai vécu, ça m'intéresse pas et ça n'intéressera pas le Qui spectateur. sont des autres Voilà. aussi. Que C'est tu as vrai. Donc connus. forcément, on s'inspire Oui. évidemment Oui. toujours de nos propres expériences, de celles que nous ont transmises d'autres gens. Donc il y a à la fois dans tous ces personnages énormément de fictifs et énormément Oui. de réel. Oui, Voilà. oui, c'est vrai. C'est Oui, c'est il y pas c'est pas purement de l'imaginaire, mais je dirais que ce sont des gens rencontrés. On va dire que ce sont Oui. des gens réels Mais auxquels j'ai la vie, réinventé une vie. vie que Voilà. tu as Voilà. traversée, oui. Mais il y a toujours un fondement dans le réel. Et aussi les rythmes de la mensonge et de la vérité. C'est Alors la question du mensonge est présente. nécessaire. Voilà. Oui, est présente Des lettres. effectivement je crois dans mes. C'est mon 3e roman, donc elle est présente dans mes 3 romans. C'est une question qui me taraude un peu, on va dire, chacun ses obsessions. L'écrivain, Et- c'est toujours un peu. Voilà. Et c'est pas la question du mensonge en tant que tel, c'est la question est-ce qu'on comment dire ça. Est-ce que la vérité est toujours bonne à dire? Voilà. Oui. Est-ce que le mensonge, qui paraît une abomination, ne peut pas protéger aussi Oui, parfois? c'est vrai. Et est-ce que pour protéger, est-ce une bonne chose de mentir à l'autre? Oui, pour révéler C'est un, aussi. voilà, c'est un livre. Moi, je ne crois pas que l'écriture soit là pour asséner des vérités. Et donc, Oui. c'est un livre qui pose beaucoup de questions. Je crois que quand on écrit, c'est comme quand on se retrouve autour d'une terrasse de café et qu'on discute avec des gens, on pose des questions. Et Oui. ceux qui sont là pour trouver les réponses tout de suite et asséner des vérités, Oui. enfin, moi, en général, Non, je la finis mon vérité verre et je m'en vais. Absolu n'existe Voilà. jamais. Donc, dans ce roman, il y a beaucoup de questions sur beaucoup de thèmes, sur le thème du mensonge, sur le thème de la maternité, sur le thème de la filiation, De sur la le thème vérité. du racisme. Il y a vraiment Oui. beaucoup de questions. Et somme toute, il y a assez peu de réponses. C'est-à-dire que je n'ai pas, moi, la prétention de trancher les choses et d'apporter des réponses. Par contre, il y a un cheminement, c'est-à-dire qu'il y a un parcours qui peut emmener le lecteur à ses propres questionnements. Et je dirais que si jamais j'ai réussi ça, c'est déjà énorme. Voilà. Oui. C'est énorme, vraiment. Moi, je vais te faire une autre question. N'ayant pas lu le livre, je ne Oui. peux pas Mais ça va venir, je dire vois. beaucoup. Donc, mais je me demande si les domaines, ces domaines où se déroule, Mhm. c'est un Le lieu troisième- géographique. tu le veux dire. lieu géographique, c'est un troisième personnage. C'est-à-dire, si c'est le domaine qui a déclenché, je ne peux pas Mhm. prétendre une réponse, mais si c'est le domaine qui a déclenché, en fin de compte, une naissance pas bonne du rapport, donc sa fin, ou c'est au contraire, c'est une nécessité obligatoire. Oui, Si alors, c'est tous les deux, parce que pour moi, je comprends que tous les deux ont une nostalgie, disons, ont un autre monde auquel ils se réfèrent,
et comme si tous les deux soient renfermés dans une... obligés d'être là. Dans Et ce donc, lieu-là. tous les deux, comme dans une ancienne famille ancestrale. Alors, c'est vrai que c'est un roman dans lequel je dirais que les géographies habitent les personnages plus que les personnages n'habitent les géographies. Oui. Donc, voilà, donc ça je c'est un bon l'avais feeling. deviné, Voilà, ça c'est un bon feeling. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Effectivement, il y a beaucoup de symbolique dans le roman. On parlait tout à l'heure de la migration des papillons, qui est symbolique de cette migration intérieure que va effectuer Cassandre. Mais donc on disait aussi, on évoquait le fait que ce domaine soit en bord de Loire, et donc il y a, à cause de ce fleuve qui vient ronger la falaise, ronger les terres, ronger les murs du domaine, il y a une faille qui va apparaître à un moment dans un mur de la grange. Et évidemment, il va y avoir dans tout le roman, pour qui voudra bien le voir, alors là, je vous l'aurais dit, donc ça va être facile, il va y avoir cette notion de faille, c'est-à-dire que la faille, elle est là dans le mur du domaine au Grand Fleury. Elle est en Haïti, forcément, avec le séisme, puisqu'on va revenir sur le séisme en Haïti. Et puis la faille, elle est surtout dans le cœur des hommes, des hommes et des femmes, évidemment. Donc évidemment que les lieux, les géographies sont vraiment... emparentés. Voilà, il y a vraiment... au départ, moi j'avais imaginé comme titre, pour amplifier un petit peu ce qu'on disait là, la géographie des songes. C'est-à-dire que la géographie, pour moi, est vraiment présente dans ce roman. Tout est ancré dans ce territoire rural d'un petit coin de France, en Bourgogne. Et on va partir en Haïti, on va partir au Mexique, on va partir aux États-Unis, on va partir en Algérie. C'est-à-dire qu'on va parcourir les continents par cette géographie des songes. C'est-à-dire par rapport à l'histoire des personnages, en entrant dans la tête des personnages. Et moi, ce qui m'intéressait en situant ce roman dans cette ruralité, c'était de montrer que moi, je suis issue de la ruralité, j'ai été élevée dans un monde paysan, comme on dit. C'était de montrer que il y a toujours de l'extraordinaire dans les histoires ordinaires. C'est-à-dire que ces gens qui sont pris par le quotidien, qui ont une vie quand même, je veux dire, un rythme de vie assez intense, ils ont aussi des rêves, ils ont aussi des renoncements, ils ont aussi des histoires passées, des résurgences, des réminiscences. Et c'est pas parce qu'on ne vit pas à Saint-Germain qu'on n'a pas une vie intellectuelle, une vie culturelle. Bien sûr. Voilà. Et donc, effectivement, ces personnages sont puissamment habités par les géographies. Voilà. C'est vrai. Donc, voilà. Voilà. Je voulais dire ça, je l'ai dit. C'est pourquoi le choix du prénom de Cassandre, du coup. Pardon, pourquoi le choix du prénom Cassandre? Alors, c'est pas tellement une référence à la mythologie, c'est pas tellement... Même si on peut dire que dans les pensées de Cassandre, il y a des choses un peu prédictives, c'est vrai, pour aller dans le sens de cette référence. Mais c'est expliqué à un moment dans le roman, elle dit que... parce qu'en fait, Léon se retrouve dans ce congélateur, et Léon... pendant toute son adolescence, a rêvé de l'Antarctique. Il vivait en bord de Loire, dans la boue, dans cet endroit gris, sombre. Et lui, il rêvait de la blanche immensité, pour une raison toute simple, c'est que Léon n'a lu qu'un seul livre dans sa vie, qui s'appelle 15 mois dans l'Antarctique, d'Adrien de Gerlache, et qui, justement, explique cette immensité blanche. Et Léon est resté vraiment figé par rapport à ça. Et il a toujours rêvé d'aller en Antarctique. Et donc il se retrouve, c'est effectivement encore une figure de style, il se retrouve dans ce congélateur et c'est un peu son voyage dans la blanche immensité. Et je ne sais plus quelle était la question initiale. Voilà, et si je revois. Et donc Cassandre, elle, par contre, a un nom de cendre, un nom sombre. Effectivement, c'est expliqué à un moment dans le roman où le spectre de Léon revient. Et elle a l'impression qu'il revient de la blanche immensité. Il y a du givre sur les arbres. Enfin, il y a un passage comme ça assez poétique. Et Cassandre a envie de l'accompagner, d'aller dans l'Antarctique avec lui. Et elle se dit qu'avec un nom de cendre, avec un nom aussi sombre, elle ne peut pas aller là-bas. Voilà. Et donc c'est plutôt sur la sonorité, je dirais, du prénom. Cette opposition noir-blanc, ça résonne bien par rapport à l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure sur la fête. Peut-être un dernier extrait? Un dernier des derniers? Je vous laisse le lire, ou n'importe. On peut lire un passage où, justement, j'en parlais tout à l'heure, où Cassandre parle à Léon. C'est passage un peu proche de l'oralité.
Donc Léon est dans son congélateur, en fait, dans la cave, et Cassandre vient le voir pour diverses raisons. D'abord pour le voir, et puis pour lui lire les lettres qu'elle reçoit, et puis parfois pour s'adresser à lui, tout simplement. Donc là, elle parle à Léon. Tu disais toujours ça, Léon. Tu disais toujours, une femme qui saigne, ça peut gâcher les récoltes. Tu as raison, Léon. C'est puissant, une femme qui saigne. Ça peut tout. La part de Dieu, la part du diable. Ça peut tout, même ce qu'elle ne souhaite pas. Surtout ce qu'elle ne souhaite pas. Je n'ai pas souhaité, Léon, ne pas avoir un enfant de toi. Pourquoi m'en as-tu tenu rigueur avec tant de véhémence et de cruauté? C'est mon corps qui s'est toujours refusé à cette providence. Ce n'est pas mon âme, pas mon esprit, pas mes mains si habiles à introduire ce que tu avais de grand là où il fallait quand il le fallait. Parce que Léon est tout petit. Ça, c'est moi qui le rajoute là. Cet enfant que je n'ai pas su avoir, parce que évidemment, toi tu aurais su, toi tu savais. Cet enfant et son absence, ils ont fait leur nid sous notre toit comme un coucou. Un oiseau de mauvais augure qui a répandu sa fiente crasseuse sur les noces blanches de notre amour, jusqu'à nous recouvrir, nous ensevelir, nous enterrer vivants. Et après, des baisers, seulement des baisers, un devoir conjugal accompli comme une béquée, une consolation quotidiennement distribuée en remerciement de bons et loyaux services. Le ménage, la soupe, la traite et le pissa des bêtes. Mais tes baisers, Léon, même avec le goût rance du reproche au bout des lèvres, je les aimais encore. Et jamais je ne suis allée m'assurer ailleurs que c'était bien sur mes propres organes que la malédiction s'abattait. Et pourquoi pas sur les tiens, Léon? Qu'en sais-tu de la science, de la chimie, de la mécanique des liquides, de l'agencement des corps et de tous ces mystères? Qu'en sais-tu de ta bonne graine? Regarde, tout ce que je plante, ça pousse. C'est ce que tu disais souvent, face à mon ventre plat, me traînant de force jusqu'à ton potager, et j'en conviens, c'était le plus beau potager du canton. Mais ces graines-là, ces graines prodigieuses, Léon, elles n'étaient pas étiquetées à ton nom. Elles étaient en sachet Truffaut, et peut-être bien que dans mon ventre, la semence de ce monsieur, elle aurait germé comme un haricot magique. C'est beau, hein? Ça m'a fait penser aussi à la chanson. Oui. Avec Léon. Oui, Il y avait bien un sûr. rythme Ouais. qui m'a évoqué un peu. Non mais voilà, je voulais vous lire un passage comme ça plus proche de l'oralité parce qu'effectivement c'est un roman dans lequel il y a des approches littéraires effectivement très différentes et on passe de moments comme ça qui sont presque un peu, qui font presque un peu sourire, même si c'est assez émouvant, assez touchant et qui sont presque assez légers quelque part, à des moments très très profonds et très très littéraires. Merci beaucoup. Je propose peut-être qu'on continue la discussion autour d'un verre de façon plus intime. Je pense que vous avez compris que c'est un roman à la fois magnifique par son intrigue, par ses styles, par ses voix, et très bien à la fois pour lire et pour offrir. Donc, n'hésitez pas. Et merci beaucoup. Merci. Et puis, on peut Merci continuer. Ouais. Je pense que le mot générosité, c'est le mot principal Alors, pour notre écrivain. oui, alors c'est marrant parce que Je c'est crois, hein, quand elle est très généreuse. c'est marrant ça. C'est authentique. Parce que quand j'ai fait ma présentation, en fait, quand on est édité, donc on soumet son manuscrit à une ou des maisons d'édition. Et puis parfois, on a la joie d'avoir un coup de fil qui nous dit on a adoré, on le prend. Moi, pour l'instant, j'ai toujours eu cette chance-là, je touche du bois. Et donc après, je dirais que il y a l'étape de travail avec son éditeur, on travaille le texte, on améliore des choses. Donc le texte est imprimé chez un imprimeur. Et puis le premier grand rendez-vous, en fait, c'est la présentation. On fait une présentation devant les commerciaux, c'est-à-dire devant les gens qui vont aller démarcher les libraires. Et donc là, on est devant un parterre d'une 50aine de personnes à peu près. Et on est là pour leur donner des éléments de langage qui vont leur permettre, eux, d'aller voir ces chers libraires et de les convaincre de commander le livre pour l'avoir en librairie. Et donc moi j'étais à cette présentation avec mon éditrice Marie Desmar. Donc on a parlé du livre, voilà. Et puis après, quand on a eu fini, il y avait Bertrand Pi, qui est le directeur littéraire de chez Actes Sud, qui a dit, c'est pour ça que c'est marrant ce que tu dis, qui a dit, je voudrais quand même rajouter une chose sur ce roman, c'est que c'est un roman très généreux. Voilà. Ah oui, donc c'est bien. C'est vrai, mais c'est la vérité. Donc voilà. Mais c'est la vérité. C'est une chose réelle. Mais c'est marrant donc, ce mot, voilà. parce que moi c'est un mot C'est que j'ai rien du mal à de- utiliser. Je ne le dis pas parce que Oui. c'est vrai. Voilà.
C'est comme ça. Donc tu peux désormais être directeur littéraire chez Actes Sud. Oui. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Et alors, Peut-être comment les le plus titre est complets. passé de la géographie plus des complets songes à c'est et les l'envoisé autres. au loin les Suisses? Ben, en fait, il y a quand même dans le livre cette histoire d'amour. Enfin, c'est vraiment une vraie histoire d'amour, mais comment dire, vraiment pas fleur bleue, quoi, vraiment. Et c'est vrai que ce titre-là reflétait davantage ça, quoi. Alors que la géographie des songes, c'était un peu plus ésotérique, un peu plus loin de cette réalité. D'ailleurs, les personnages Léon et Cassandre ont cette histoire d'amour, mais il y a d'autres histoires d'amour. Tous les personnages sont un peu nostalgiques d'une histoire d'amour qu'ils ont abrégée ou à laquelle ils ont renoncé pour des raisons qui jugent. Voilà, c'est la vie, exactement. C'est la le vie. courage de parler de la vie intérieure. Voilà, Ben, en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que quand on... tout passé, personnel, voilà. Quand on discute avec les gens, alors Oui. c'est un peu abominable de dire ça au moment où on est en train de discuter, mais c'est vrai qu'on est tous, et puis moi je le suis là en ce moment, on est tous dans une espèce de représentation sociale, c'est-à-dire qu'on on se livre rarement totalement et on a tous nos petits masques, nos petits déguisements, nos parures. Donc ça c'est ce qu'on voit quand on croise les gens comme ça de façon un peu informelle. La littérature elle est intéressante parce qu'elle permet de passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qu'elle permet d'aller explorer les zones d'ombre. Donc évidemment que c'est ça qui est intéressant, c'est de rentrer dans la psychologie des personnages et dans leurs pensées secrètes, c'est-à-dire dans ce qu'ils ne disent pas, dans ce qu'ils n'avouent pas, dans ce qu'ils cachent, dans ce qui... Donc oui, on est dans tout le livre, on est complètement là-dedans, avec tout le poids du secret, tout le poids du mensonge, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais enfin, c'est ça qui est intéressant à explorer, évidemment. Parce que si on montre dans la littérature ce qu'on voit déjà en marchant dans la rue, c'est pas très Quand facile. tu as terminé le livre, quelle sensation tu as trouvé à la fin? Bon, en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que quand... Comme tu as fait un fils, tu as des sensations de création ou des... Non, moi quand j'écris, j'ai pas vraiment comment dire, souvent les gens me disent oh là là, tu te rends compte, c'est ton 3e roman, tu es édité chez Actes Sud, mais tu es vraiment écrivain. Voilà. Moi, j'ai pas le sentiment d'être écrivain ou d'être artiste ou d'être. J'ai j'ai le sentiment de m'intéresser à l'humanité, quoi, c'est-à-dire à ce qui se passe dans le cœur, dans l'âme des gens, et dans la mienne, évidemment, puisqu'il y a une notion de miroir et de reflet qui est en permanence. Sinon, on n'arriverait pas à écrire. Évidemment que c'est à partir de... c'est en sachant que nous-mêmes, on cache des choses aux autres, qu'on se dit, les autres aussi, ils cachent des choses, il n'y a pas de raison. Voilà, donc il y a une espèce de parenté avec l'humanité, quoi, qui se crée à cet endroit-là. Et après... que ça passe par l'écriture, par la peinture, par le théâtre, par le cinéma, je crois que c'est pas très important, quoi. Moi, ça a été l'écriture parce que j'avais beaucoup de difficultés à parler. Enfin, j'ai été bègue jusqu'à l'âge de 14 ans, donc j'avais plein de choses à dire, mais que j'arrivais pas à dire, mais physiquement. Donc ça a été par le biais de l'écrit, mais ça aurait pu être autre chose. Donc après, le mode d'expression n'est, à mon avis, plus d'une frustration que d'un talent, quoi. J'ai pas Moi, en tout cas, j'ai pas le sentiment d'un talent particulier. Oui, j'aime écrire et je sais écrire, mais ça répond à un besoin d'expression. Voilà. Voilà, la chose intéressante que je retrouve, et aussi dans les prochains livres, comme tu m'as raconté, c'est que tu t'accroches toujours. Le départ, c'est une histoire d'une autre. Bien sûr. C'est ça intéressant. C'est ça la qualité. C'est-à-dire que beaucoup d'écrivains, moi par exemple, partent de soi-même. Et alors, c'est plus compliqué. Donc là, ce n'est pas un départ de toi-même, mais après, voilà. Voilà, c'est nourri d'autres. Et donc, après vient se greffer mon propre... de quelque chose qui t'intéresse vraiment,
qui n'est pas pour faire, pour te donner de l'importance qui n'est pas dans le monde. autobiographique. C'est pas que j'ai choisi l'argument à la page. C'est un argument qui t'intéresse vraiment à toi. C'est un sujet sujet d'intérêt. qui peut intéresser, mais surtout intéresse toi parce que c'est vraiment t'as choqué, t'as Mais intéressé, effectivement, voilà. il y a... Et après, par là, voilà, et rentre après les histoires, oui, puis son propre ressenti. Oui, c'est ça. Moi, on me demande souvent, est-ce que c'est autobiographique? C'est la grande question sur les livres depuis quelques années. C'est quelle est la part d'autobiographie? Mais ça, évidemment, de toute façon, évident, puisque il y a c'est écrit par toujours. soi. Il y a toujours. Il y a toujours, mais après... c'est Mais pas c'est- mon histoire, mais effectivement, il y a plein de... par exemple, on parlait du personnage de Pierre tout à l'heure. Alors, dans mes 3 romans, il y a un personnage qui s'appelle Pierre. Et ce personnage revient Oui, même de façon... dans Louise. Ouais, dans les 3. Oui. Dans M comme Mohican, dans La vie contre Louise, et dans celui-ci, il y a un personnage comme ça qui s'appelle Pierre et qui est toujours un personnage un peu bancal, un personnage qui n'a pas trouvé sa place dans la société, en tout cas qui n'est pas formaté pour aller dans un tiroir tel qu'on le prévoit dans nos sociétés. Et donc évidemment que cette perception d'un personnage comme ça, un peu bancal, un peu inadapté à nos sociétés. Mais qui sert toujours. J'ai évidemment, moi, dans mon existence, un personnage comme ça. Voilà. Mais aucun des 3 personnages que j'ai créés dans mes 3 romans n'est vraiment lui. Mais le point initial de l'inspiration, évidemment que c'est lui. Et quand j'écris ces personnages, c'est évidemment vers lui que je me tourne. Mais voilà, la part d'autobiographie, elle est seulement là. Il y a des personnages comme ça. Bien sûr. Courez voir plusieurs fois dans des coins, plusieurs coins, voilà. Vous vouliez poser une question? Bon. Voilà. Et je voulais vous poser une question à propos de la géographie, parce que cela m'a fait penser à une coïncidence avec Carlos Fuentes, l'écrivain mexicain, qui écrivait avec un regard très vif sur la géographie. Hein? Par exemple, son premier roman, La plus limpide région, traduit par Gallimard, Que je connais pas, que j'ai pas lu. que je vous conseille. Ouais, vivement. mais j'ai compris le message. Le protagoniste, c'est la ville, c'est-à-dire c'est Mexico. Et alors, C'est-à-dire que l'entité géographique est un personnage à part entière. Exactement. Et dans tous ces romans, Carlos Fuentes explore cette géographie. Alors, je voulais vous poser cette question, savoir si, parce que pour moi, ça serait une découverte. Je voulais vous lire, on est sur Facebook, D'accord. on s'est vu, Ok. mais je voudrais commencer par le dernier. Et donc, je voulais vous demander si, pour vous, cette géographie est présente et récurrente dans tout. Non, pas dans tous mes textes. Effectivement, après, le point de départ d'un roman est quelque chose d'important. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'expliquais un petit peu ma rencontre avec ce lieu, avec cette géographie de ce domaine à Bourbon-Lancy. Donc pour moi, ça a été effectivement quand j'ai vu les images, quand j'ai vu les photos, quand je suis allée sur place. Effectivement, c'était comme une rencontre avec un personnage. C'était une vraie rencontre. Donc ce lieu m'a habité. Moi, je l'ai pas habité, mais lui m'a habité. Donc c'est vrai qu'initialement, j'avais l'idée d'un roman qui tournait autour d'Haïti. J'avais des idées de personnages. Bon, il y a aussi un peintre haïtien dont on n'a pas parlé. Toutes les femmes ont un peintre haïtien, ont un peintre au moins longue dans leur vie. Donc il y a aussi toute la question de la fidélité qui est posée dans ce roman, et à partir de quel moment l'infidélité peut être réellement ressentie. Donc Haïti, c'était une géographie que je voulais explorer pour beaucoup de raisons, parce que j'ai une histoire particulière par rapport à ce pays, parce que j'ai une histoire particulière avec des personnages, avec des gens réels haïtiens. Donc c'était une question très claire, qui était tranchée, effectivement.
Et moi, ce qui m'intéressait, comme il y a, on l'a compris dans ce roman, effectivement, on le disait tout à l'heure en le résumant de façon, même si c'est un peu grossier, il y a noir et blanc, il y a cette question aussi de la couleur de peau, il y a cette question aussi autour des personnages, gentils, méchants, sympathiques, pas sympathiques, cette ambiguïté autour de la personnalité des personnages. Donc je cherchais effectivement à ancrer, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, de mes propres antécédents ruraux, à ancrer ce roman dans un territoire rural en France. Et j'ai vraiment eu une vraie rencontre avec ce lieu-là. Et ça s'est vraiment avéré comme une évidence. Donc c'est vrai que ce lieu est vraiment un personnage du roman, s'inscrit vraiment comme un personnage du roman. Mais il n'y a pas d'intention, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que j'affirme, que j'affiche comme une signature. Il se trouve que les choses se sont passées comme ça pour ce roman-là. Il n'y a pas un vrai délibéré. Merci.